Bienvenue donc à ce side event Madagascar sur l'atténuation. Il y aura deux séries de présentations, mais peut-être pour commencer cet événement, on va demander à Guillaume de Laboulé, de l'Énergie 50 d'abord, de souhaiter la bienvenue aux participants donc à ce side event. Guillaume, à toi. Merci beaucoup et excellente prononciation. C'est pas un nom facile, donc excellente prononciation de mon nom, merci. Oui, je voulais juste faire un mot, donc je vais pas être très long, mais donc Guillaume de Laboulé, je suis responsable des programmes de l'association Énergie 2050. Hein, ce pavillon. Je voulais juste glisser un mot pour valoriser un peu cet événement. Pourquoi on voulait accueillir cet événement. L'association Énergie 2050, c'est une association basée en France, mais active à l'international, qui a été fondée en 2011 et qui est très active dans le domaine du changement climatique. Je pense que vous avez déjà vu le guide des négociations pour les négociateurs qui est à disposition qui est distribué par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Ce guide est préparé par l'association Énergie 2050 depuis la COP 20. On a aussi participé à l'élaboration de 7 CPDN en 2015 de pays africains. On a fait aussi, je crois, un atelier préparatoire à Madagascar justement pour la délégation avant la COP 22 à Marrakech. Donc on est très impliqué et on est également très impliqué non seulement au niveau des politiques, mais également au niveau de l'implication de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit avec nos partenaires de l'IFDD ou avec CGLUA. Et donc c'était très important pour nous de vous accueillir aujourd'hui, très important de mettre en avant le fait que la participation est un élément clé de la mise en œuvre des politiques climatiques. On est très heureux de vous accueillir et voilà, je suis heureux de participer aussi à la discussion avec vous à titre personnel. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Et merci à l'Énergie 50 donc d'accepter d'abriter au fait cet événement. Pour Madagascar, si vous voulez, dans sa CDN, il a fixé un objectif de réduire de 14% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. En fait, c'est un défi très important et c'est un objectif très ambitieux qui nécessite au fait la mobilisation de toutes les parties prenantes et le mainstreaming du climat au niveau du développement du pays. Aujourd'hui donc, pour cette série de présentations, nous allons aborder l'aspect énergie, donc quelques expériences, quelques initiatives en matière d'énergie pour contribuer donc à cette réduction de gaz à effet de serre pour Madagascar. Pour cela, il y aura deux séries de présentations. La première va toucher l'énergie. La deuxième série, ça sera encore l'énergie, mais après, il y aura tout ce qui touche le développement du système des aires protégées de Madagascar. Parce qu'on sait que l'augmentation aussi des superficies des aires protégées, ça fait partie au fait de la stratégie de Madagascar pour atténuer l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça fait partie de la stratégie d'atténuation en matière de climat. Pour cette première série, donc, on va demander à M. Ralaivo, Omer, qui représente ici le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, et qui est le point focal de Madagascar au niveau de CNUC, pour donc faire un discours d'ouverture de cette session. Et puis tout de suite après, on va présenter les panélistes et on va leur demander donc de présenter leur expérience. Monsieur Laivo, à vous la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Excellences, mesdames et messieurs, chers délégués invités, au nom de la délégation de Madagascar, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cet événement parallèle organisé par notre pays dans ce pavillon de l'énergie 2050. Comme vous savez, en fait, toutes les parties ainsi que les collectivités territoriales pourraient contribuer
à la mise en œuvre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique et surtout l'accord de Paris. Dans le domaine de l'atténuation, le développement à faible émission de carbone devrait constituer l'une des priorités des parties et devrait lier évidemment à des différentes actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la contribution nationale déterminée. Pour le cas de Madagascar, j'aimerais souligner tout d'abord que la lutte contre les effets néfastes de dérèglement climatique a été déjà intégrée dans la politique générale de l'État ainsi que dans le plan national de développement. Et actuellement, certains secteurs ont leur stratégie pour combattre ce fléau. Selon le dernier inventaire de gaz à effet de serre, donc les 3 secteurs qui vont se succéder aujourd'hui, ce sont des secteurs qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre à Madagascar. Mais pour terminer mon intervention, je profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires de loin ou de près qui ont permis de réaliser cet événement. Et enfin, je voudrais adresser mes vifs remerciements à vous tous, à vous qui êtes là aujourd'hui et qui avez répondu favorablement à notre invitation. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert ce CDFENT et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Madagascar, donc, va partager quelques expériences. Mais Madagascar aimerait aussi écouter les expériences des autres pays. C'est pour cela, donc, après les présentations, on aimerait qu'il y ait des échanges pour nous permettre donc de s'enrichir mutuellement. Mais pour commencer donc cette série de présentations, il y aura 3 présentatrices. Madame Ranarisson Léonie, qui est la secrétaire exécutive du groupe de réflexion et énergie à Madagascar. Après, va succéder donc à Madame Ranarisson, Madame Rarmaniraka Lydie Nourouant, chef de cellule stratégie au Bureau national de coordination de RED+ à Madagascar. Et à la fin de cette première série, viendra donc prendre la parole Madame Marakoutouniena Antavloul, chargée de programme. C'est bien ça, hein? Non, ce sera Madame Founnafouk. Ah, c'est Founnafouk. Du PLAE. Vous avez interchangé alors. C'est Madame Founnafouk, Marie-Clémentine, coordinateur national du programme de lutte anti-érosive, PLAE, le ministère auprès de la présidence en charge de l'agriculture et de l'élevage. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Léonie Ranarisson. Merci, Monsieur le médiateur. Chers assistants, je vous remercie de nous écouter. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je représente le groupe de réflexion énergie pour parler notre point de vue de ce qu'est l'atténuation pour Madagascar. En ce cas, nous allons parler particulièrement l'atténuation dans un contexte de vulnérabilité, le défi citoyen pour faire avancer l'accès à l'énergie durable pour tous. De notre point de vue, en tant que citoyen, donc, Madagascar est un pays vulnérable, à tout point de vue, surtout pour victime des changements, des impacts des changements climatiques. Mais le secteur énergie est un secteur choisi et fondamental dans le cadre de l'atténuation au changement climatique. Mais dans ce cadre où Madagascar est un pays vulnérable, pour nous donc, en tant que citoyens, atténuation rime surtout avec prioriser le développement d'un système énergétique à faible émission de gaz à effet de serre et à promouvoir l'efficacité énergétique. Ce en quoi l'enjeu atténuation exige beaucoup l'engagement de l'ensemble des citoyens. C'est un thème auquel adhère et pour lequel milite le groupe de réflexion énergie. Dans cette présentation, donc, nous allons voir pourquoi construire un système énergétique à faible émission équivaut à atténuer les émissions
nécessaires pour se développer et réduire sa vulnérabilité. Dans son rapport Energy Access Outlook, l'Agence internationale de l'énergie a établi que réaliser un accès universel à l'électricité et aux énergies de cuisson propres dans les pays de développement, ceci a un recours ou avoir un recours aux énergies de cuisson propres, ceci est équivalent à ceci équivaut à mettre en place également à réduire la vulnérabilité de Madagascar aux impacts énergétiques. À Madagascar, donc, avoir accès à l'énergie durable, c'est un défi. Vous pouvez voir par le schéma qui est présenté sur l'écran que toutes les pressions que nous faisons pour avoir accès à cette énergie reposent surtout sur les écosystèmes. Donc, il y a interdépendance entre besoins en énergie et stabilité de l'écosystème. Aussi, pourquoi donc faire avancer l'accès à l'énergie durable pour tous est un défi. Tout d'abord, il y a le pouvoir d'achat de la population qui rend difficile l'accès pour tous à ces solutions. Et également, il y a la dispersion de la population qui freine un peu ces accès, parce que les solutions établies sont toujours par rapport à la rentabilité et profit de ceux qui produisent l'énergie et non par rapport à la vulnérabilité de la majorité de la population. Également aussi, il y a les pressions comme quoi sortir des sentiers battus est difficile parce qu'il y a toujours ce rapport qui est rentabilité-profit avant rentabilité et confort de la population. Dans ce cas, en tant que citoyens, nous sommes là, les membres du GRE, nous sommes là pour faire une action de veille et interpellation par rapport aux acteurs à travers des recommandations argumentées et constructives. Nous sommes là aussi pour exiger des politiques et des stratégies et des programmes qui répondent aux besoins de la majorité. Et nous sommes là également pour faire les informations et la sensibilisation de tous les citoyens malgaches qui ont besoin d'être éduqués. Aussi, comme perspective, nous devons faire la promotion de l'efficacité énergétique à travers les informations et les éducations, mais également faire le suivi et l'évaluation des stratégies et des actions sur le développement qui sont déjà mises par l'État. Et la raison d'être de notre présence aujourd'hui, c'est donc pour pouvoir développer des liens, pour sensibiliser et conforter également cet engagement dans la mise en œuvre de nouvelles idées. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je passe à notre prochaine intervenante la parole. Merci Madame Ranarisso. Donc on va attendre donc à la fin pour poser les questions, mais pour résumer également. Maintenant, je demande donc Madame Ramaniraka Nourouanta Lidi, c'est pas facile à prononcer, de prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Pour ma part, nous allons donc présenter une alternative.
dans le cadre de ce Side Event Énergie 2050, nous allons présenter une alternative tellement à la portée des populations rurales, aussi bien des populations urbaines de Madagascar, concernant l'atténuation à la consommation d'énergie dans le processus RED+, qui est actuellement en préparation à Madagascar. Nous allons commencer par vous relater qu'est-ce qu'on projette d'ici 2030. Premièrement, il s'agit donc de réduire de moitié la déforestation, le taux, permettant donc une réduction de 15% l'émission de gaz à effet de serre dans le secteur forestier. En termes de superficie, il s'agit donc d'augmenter de 15% pour atteindre 17% la couverture forestière du territoire national. C'est équivalent à 9,7 millions d'hectares à travers non seulement du reboisement, mais aussi de restauration des forêts dégradées qui se trouvent à Madagascar. Et comme Madagascar est renommé en matière de biodiversité, cette richesse en biodiversité sera maintenue. Et à la fin, et ce sera donc le sujet que nous allons aborder d'ici quelques instants, ce sont les conditions de vie des populations rurales qui seront améliorées à travers donc, le développement des activités à la base. Dans ce cadre de notre programme sur la réduction d'émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation forestière, nous avons envisagé et maintenant c'est déjà finalisé, nous avons choisi 4 options stratégiques. La première concerne la gouvernance forestière. Il s'agit d'appliquer la loi, les réglementations, mais surtout de mettre les parties prenantes à améliorer leurs responsabilités. Il faut qu'ils améliorent leurs responsabilités en matière de gouvernance forestière. Deuxièmement, la deuxième option stratégique concerne la planification territoriale. Vous savez très bien que la sécurité foncière est très délicate à aborder à Madagascar due à plusieurs problèmes. C'est pour cela que le secteur forestier a déjà entamé une grande partie de ce qu'on appelle zonage forestier, ce qui va être en relation avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire. En troisième partie, l'option stratégique 3 concerne le renforcement du secteur forestier. Et c'est la 4e stratégie qui est maintenant l'amélioration des conditions de vie des populations locales qui est abordée dans ce cadre de notre sujet actuellement. Quels sont les enjeux? Les enjeux, ça concerne d'abord la durabilité de l'agriculture. L'agriculture à Madagascar on ne peut pas dire que l'agriculture est encore durable du fait de l'usage des intrants chimiques. Il y a aussi ce phénomène de lutte contre l'érosion. Alors il s'agit de mettre à profit la culture de semi-direct qui est déjà abordée par le groupement de semi-direct à Madagascar. Dans cette optique, quels sont les résultats? Il s'agit de réduire annuellement 60 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année provenant des cuisinières domestiques d'ici 2050. Non seulement utiliser les cuisinières domestiques, mais surtout d'améliorer l'accès à l'électricité pour les communautés vulnérables en énergie grâce à une sensibilisation accrue à la technologie de gazéification de biomasse. Le prochain slide, s'il vous plaît. Dans cette optique, on va développer au niveau des communautés locales cette sensibilisation
à l'utilisation des foyers de cuisson et de produire ainsi 20 millions de foyers de cuisson et de combustible de biomasse de bambou amélioré, distribué aux ménages grâce à une approche axée sur le marché, et de vulgariser cette technologie de gazification de la biomasse, utilisant donc le bambou comme matière première adoptée à Madagascar d'ici 2050. Là, vous avez la photo à votre droite, la fermeture totale des entrées du four à charbon de bambou pour la carbonisation. Ce qui est à retenir, c'est que la pratique consiste donc à remplir le dôme en tige de bambou de même dimension pour une carbonisation totale. Ensuite, de construire la base du dôme en respectant les dimensions appropriées. Et après 18 heures, vous allez voir que ici, à votre droite, là, à la sortie du four à charbon, donc, il y a carbonisation totale. Les tiges de bambou sont totalement carbonisées et restées intactes sans cendres. Et il y a aussi le foyer économe de charbon de bambou, où les briquettes de bambou brûlent sans émettre de fumée, mais seulement des flammes bleues comme le gaz. La cuisson du riz, donc dans les fours à charbon, par exemple, dure 45 minutes normalement avec des charbons de bois, mais avec le bambou, elle ne dure que 17 minutes seulement. Quelles sont les perspectives en 2050? Les objectifs sont de mettre à l'échelle, donc au niveau du territoire de Madagascar, le développement des ONG communautaires, privés et de professionnels de développement en partenariat avec l'entreprise modèle de charbon domestique inclusive organisée. Il s'agit également de valoriser les agrégats de biomasse à partir des déchets de petits exploitants de marché intermédiaires et de les traiter pour l'utilisation totale de l'énergie, occasionnant donc une génération de revenus au niveau des ménages. Et quels sont les indicateurs? Actuellement, en 2017, on est en train de développer 300 micro-entreprises rurales qui sont sur terrain. Et en 2050, on envisage de mettre en place 1 million de micro-entreprises rurales et effectuer un rebasement de 40 000 hectares par an en bambou. Merci de votre attention. Merci, Madame Rarmanirek. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Madame Vunavukmari Clémentine pour nous parler de la transition énergétique et les défis des petits producteurs pour la production de bois de chauffe. À vous la parole, Madame. Merci, Monsieur le modérateur. Mesdames et Messieurs, ce que je vais vous présenter, donc, c'est dans le cadre de cette énergie 2050, la transition énergétique et les défis des petits producteurs malagasy, dans le cadre du programme de développement de Madagascar cofinancé par la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW. Tout à l'heure, notre collègue vient de parler de la situation énergétique à Madagascar. Et pour Madagascar, donc, pour passer à d'autres énergies, à la transition énergétique, il y a des facteurs qu'il faut voir, à savoir la non-durabilité de l'énergie fossile et son caractère polluant, et la cherté du prix des énergies modernes par rapport aux moyens de la population qui sont à majorité pauvres. Ce sont les facteurs décisifs pour Madagascar pour passer à d'autres énergies alternatives. En effet, à Madagascar, les équipements pour les énergies modernes, si on ne parle que de l'énergie de cuisson, ne sont à la portée que par quelques minorités de la population dont nous trouvons ici dans le graphe, dans le graphe ici, et qu'une couche, 92% de la population n'ont pas du tout accès à ces énergies modernes. Alors, face à cette situation,
le bilan énergétique dans le document de politique énergétique de Madagascar montre que l'énergie provenant de l'hydrocarbure ne représente que 7% et l'énergie renouvelable n'est même pas que 1%. Et là, 90% de l'énergie provient du bois. Alors, donc, et les bois, ça concerne surtout les bois de chauffe et bois de charbon. Cette situation est alarmante parce que la majorité de ces bois pour énergie combustible donc, proviennent de la forêt naturelle malgache qui actuellement ne présente plus que 8 millions d'hectares. Et si on ne fait rien, donc d'ici 2050, cette forêt naturelle riche en biodiversité dans des régions écologiques diverses vont disparaître. En effet, si on regarde le besoin en bois annuel d'une personne de Madagascar, il faudra déboiser 110 000 hectares par an pour pouvoir alimenter 100 kilos par personne par jour en énergie combustible. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles mesures le pays doit prendre et comment promouvoir le reboisement énergétique à grande échelle. Actuellement, Madagascar a développé la nouvelle politique énergétique pour un objectif de 35 000 à 40 000 hectares de reboisement par an. Et Madagascar s'est engagé aussi à l'objectif AFR 100 avec un objectif de 4 millions d'hectares de paysages forestiers à restaurer. Et dans le cadre de l'agriculture, c'est la politique de protection des bassins versants de 35 000 hectares et tout ça à l'horizon 2030. Et pour la mise en œuvre de ces politiques, il y a des initiatives locales, initiatives régionales et aussi initiatives nationales qui sont affectées soit par des automotions propres, soit avec des partenaires techniques et financiers en particulier, à savoir le reboisement à vocation énergétique, reboisement villageois individuel à vocation énergétique, financé par la GIZ depuis des décennies et continué par la KfW dans le nord et le sud du Madagascar jusqu'ici. Il y a aussi les initiatives de financement par l'Union européenne dans le centre du pays et dans le sud du pays aussi. Mais maintenant, prenons par exemple la mise en œuvre de ces reboisements à vocation énergétique dans le cadre de transition énergétique par le programme de lutte anti-érosive. Ce programme, c'est un programme cofinancé par la coopération allemande à travers la KfW et le gouvernement par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage par une enveloppe de 4,4 millions d'euros pour produire 9 500 hectares de reboisement villageois individuel dans la période de 2014 à 2019 et qui cible 10 000 ménages ruraux dans les trois régions au nord-ouest de Madagascar. Et si nous prenons le cas de la région Boyne, une des régions d'intervention du projet, dans 3 districts, la statistique de 2015 montre que la population urbaine qui consomme de l'énergie, donc, c'est représenté dans cette partie, et la population ciblée par le projet pour la production de bois énergie et une frange de cette frange en rouge. Et si on donc rapporte par rapport à l'objectif du projet, dans les 3 districts, il y a 625 hectares que le projet cible pour les reboisements villageois énergétiques, alors que les besoins en bois de la population de ces 3 districts représentent 690 hectares par an. Alors, et après les plantations, les surfaces réelles ne restent plus que environ 470 hectares. Alors, il y a donc une gap pour les besoins en bois de l'énergie. Et comment vont donc les paysans mettre en œuvre ça?
il y a des facteurs de blocage et aussi des défis à relever, à savoir la pauvreté extrême entraîne donc la difficulté de l'accès à la terre parce que la longue procédure d'immatriculation et l'insuffisance des moyens des ménages limitent la possibilité d'accès à la terre en vue de la mise à l'échelle de la production. Et l'appui du projet consiste donc à l'appui à la sécurisation foncière des investissements des villageois. À part ça aussi, il y a aussi le problème de capacité, à part le problème de capacité, à cause de l'échevauchement du calendrier culturel, les petits exploitants, les reboiseurs, qui sont des petits exploitants ciblés par le projet, n'arrivent même pas à produire de bois à reboiser plus de 1,2 hectares par an, ce qui fait que c'est difficile avec eux, avec le chevauchement de calendrier culturel. Les villageois donnent la priorité aux travaux des champs à cause d'insuffisance de main-d'œuvre. Donc, le projet doit appuyer donc, la subvention du travail de sol et aussi la pratique de culture intercalaire. Et les défis des paysans, donc, défis de Madagascar par rapport à la transition énergétique, ça veut dire développer des reboisements à grande échelle avant de passer à d'autres énergies renouvelables pour passer subvenir aux besoins de la population actuellement. Donc, il y a deux niveaux. Au niveau du gouvernement, le gouvernement vit encore avec une économie de subsistance parce que 70% du financement au développement provient de l'aide extérieure. Et pour les paysans, les reboiseurs producteurs ne peuvent pas dépasser la limite de leur capacité faute de moyens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de tenir compte des contraintes et des capacités des producteurs et adapter la taille des cibles bénéficiaires en fonction des besoins adéquats de la région ciblée par les reboisements à grande échelle. Et surtout, actuellement, faire encore appel à l'aide extérieure au développement pour développer le reboisement à vocation énergétique. Et sur ce, donc, mesdames et messieurs, je termine mon intervention et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame Vounavouk. Donc, on a fini cette première série de présentations sur l'atténuation. Quelques exemples pour le cas de Madagascar. L'équation, donc, c'est que le nombre de populations augmente et qu'à côté, il y a la grande majorité de cette population qui n'ont pas encore accès à l'énergie durable. Donc, des initiatives ont été présentées là, comme par exemple comment valoriser les bambous pour se substituer pour donc donner cette énergie durable pour les populations. Il y a les cas où il y a le reboisement communautaire énergétique, des exemples qui ont été donnés. Mais les défis, au fait, c'est que l'accès des populations à cette énergie durable, ça c'est le grand défi qui a été dit. L'autre défi, c'est l'augmentation de la superficie forestière. Et d'ailleurs, c'est un défi de la politique forestière de Madagascar, et c'est un défi aussi dans le cadre de mécanisme RED+, avec les 4 options stratégiques donc, présentées par Mme Raharmani. Par rapport à tout cela, donc, à cette équation, et si vous avez des questions, d'éclaircissements ou également des contributions, pour permettre surtout de passer à l'échelle et de permettre donc de relever ces défis importants qui ont été présentés par les 3 présentatrices. Il y a aussi le groupe de réflexion sur l'énergie, qui est là quand même une plateforme pour interpeller au niveau du pays, donc pour permettre la participation de toutes les parties prenantes. Parce que comme ce qui a été dit, c'est que l'atténuation pour Madagascar, ça devrait être l'affaire de tous, de toutes les parties prenantes,
pour pouvoir réussir le défi et l'objectif fixé dans sa CDN. Voilà donc, si vous avez déjà des questions ou des suggestions, on vous écoute. Des expériences des autres pays également, donc. Oui, monsieur. Alors, tout dit Flavien, président de la commission finances de Talmev, hein, administrateur en même temps. Lorsque nous parlons de communauté, parce qu'on travaille beaucoup avec les communautés, il se trouve qu'on parle toujours des pauvres. On peut donc se poser la question, c'est quoi la communauté? Tout à l'heure, j'ai vu afficher population locale, mais dans le développement, le local est transformé en rural. Quid alors de la cible population citadine dans tout ce qui a trait au développement durable? On se pose en effet la question chez Talmev, hein, parce que le monde rural aime bien, pas copier, hein, mais regarder, observer ce qui se passe en ville. Et quand c'est pratiqué en ville, il se trouve que plus facilement, non pas qu'ils imitent, mais ils adoptent plus facilement. Donc on se pose la question, ne nous trompons-nous pas d'orientation? Fallait-il commencer par le monde rural ou bien plutôt par le monde citadin? Et troisième point, ça fait longtemps que nous avons financé tous ces foyers mystiques. Comment se fera la diffusion? Nous finançons des récipiendaires. Hein. Il se trouve que les récipiendaires interdisent aux communautés de produire les moyens de production à qui on leur a donné la technique de fabrication. Là, comment se fera la diffusion? Parce que ça coûte vraiment cher. Hein? Nous finançons, jouons la transparence, 150 millions d'arrières pour une communauté qui n'est pas loin de Tana. Ils maîtrisent la technique. Hein? Mais maintenant, pour la diffusion, on leur dit, attention, si vous fabriquez, pas pour vous-même, mais pour d'autres, les gendarmes vont venir. Alors, quid alors de la politique de diffusion? Merci. Merci toutes pour cette question. Je pense d'ailleurs que tu as la réponse pour ça. Hein? Mais toujours est-il qu'on va demander quand même à qui de vous trois qui va un peu répondre, ou bien peut-être vous pouvez contribuer, toutes les trois. Quoi. Oui, Lydie. Je crois que les questions m'ont été adressées. Vous avez demandé quelle est la cible, quelle est le cible. Est-ce que ce sont les populations locales, populations rurales ou populations urbaines? Nous savons tous que à Madagascar, la source d'énergie, en bois d'énergie, je veux dire, 93% de sources d'énergie proviennent du bois d'énergie à Madagascar, utilisé principalement à partir des forêts naturelles. Il y a des forêts de plantation. On utilise par exemple l'eucalyptus, le bois de pin et les autres légumineuses, les acacias et tout ça, mais la plupart des sources d'énergie actuelles, c'est le bois d'énergie à partir des forêts naturelles. Les cibles alors, c'est les deux à la fois. Parce que la demande
ne suffit plus, l'offre plutôt ne suffit plus à la demande des populations urbaines. Alors il s'agit maintenant de responsabiliser une grande partie des parties prenantes. Quelle est cette partie prenante? Ce sont les populations locales qui sont déjà organisées à partir des communautés locales. Je ne dirais pas tout de suite les communautés de base qui sont déjà organisées, mais ils peuvent se réunir en petites associations, petites communautés dont nous avons parlé tout à l'heure. Actuellement, dans le cadre de gouvernance des chaînes de valeur, il y a justement, j'ai dit tout à l'heure, 20 000 micro-entreprises rurales qui développent des chaînes de valeur telles que des filières de miel, du charbon de bois, effectivement. Et ce sont ces entreprises rurales qui seront beaucoup plus développées à partir des vulgarisateurs agricoles. Nous savons que la politique agricole a été toujours comme ceci. Ce sont les vulgarisateurs qui renforcent la capacité des communautés au niveau, à la base même. Et pourquoi ne pas étendre cette capacité de nos vulgarisateurs agricoles? Agricoles, je veux dire, avec le grand A. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, mais aussi et surtout les forêts. Vous avez parlé des foyers économes qui ont été déjà divisés plusieurs fois. C'est vrai. Et pourquoi cela n'a pas abouti? On ne peut pas dire que cela n'a pas abouti, mais seulement c'est la sensibilisation qui n'a pas été faite depuis l'amont jusqu'à l'aval. Il ne s'agit pas de faire une sensibilisation, mais d'éduquer à la base même, pourquoi pas au niveau des écoles, pour que les enfants puissent savoir, puissent aussi apprendre à leurs parents d'utiliser des foyers économes, économes. Pourquoi pas? La diffusion, c'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas dire que sans appui des bailleurs de fonds, nous ne pouvons rien faire. Tout le monde, on ne peut pas dire que sans bailleurs de fonds, nous ne pouvons rien faire. Mais si chacun de nous, au niveau rural, au niveau urbain, puisse vraiment apprendre à économiser non seulement notre source d'énergie, mais aussi par exemple l'eau que nous utilisons, tout ce que nous utilisons à partir de nos ressources naturelles peuvent être utilisés à bon escient. C'est ce-là qui va assurer la durabilité de ces sources d'énergie. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions posées ou non. Merci. D'autres contributions? Ils sont partis, nos amis de l'Afrique. D'autres contributions? Bon, s'il n'y a plus, donc, on va passer à la deuxième série de présentations sur cette atténuation à Madagascar. Et pour cela, donc, je remercie d'abord les trois présentatrices et je vais céder ma place à Madame Boulatine. Merci. Je vais appeler Madame Rakutniana Tafloul du Fondation TAMEV et Monsieur Kisison Ramangasson de Madagascar National Park. Pour cette deuxième partie de présentation, on va plutôt se focaliser sur les écosystèmes, mais encore dans cette optique d'accès à l'énergie à Madagascar. La première présentation va surtout se focaliser sur l'accès à l'énergie en milieu rural, mais surtout pour l'accès à l'électricité, puisque comme nous savons tous, quand on parle d'énergie, on a toujours tendance à prendre en tête ce qu'est l'électricité et ce que va présenter notre collègue
de la Fondation TAMEV, c'est l'accès à l'énergie à travers les mécanismes de PSE pour l'accès aux énergies renouvelables. Madame Yantafloul, à vous la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Pour continuer, nous allons parler de l'amélioration de l'accès aux énergies renouvelables via le paiement pour les services environnementaux. Vous ne savez pas que Madagascar a une très grande potentialité en ressources hydrographiques et en rayonnement solaire et aussi en ensoleillement. Vous ne savez pas non plus que plusieurs provinces de Madagascar sont ensoleillées pendant toute l'année. Malheureusement, nous n'avons pas encore valorisé cette opportunité. Alors, 15% de la population seulement ont l'accès à l'électricité, soit par l'initiative du gouvernement, avec les partenaires financiers pour les milieux urbains, soit par la mise en place de mécanismes de paiement pour services environnementaux, avec l'initiative des sociétés civiles dans les milieux ruraux. C'est quoi donc le mécanisme et principe de paiement pour services environnementaux? Sur une échelle de bassin versant ou un paysage donné, en aval, en amont, il y a la production des services écosystémiques fournis par les ressources naturelles, comme la régulation de cycle de l'eau, par exemple, la production des bois et des charbons. Il y a aussi les avantages sociaux, comme l'écotourisme. En aval, il y a les utilisateurs de ces services environnementaux pour mettre en œuvre les activités de développement, comme la production de l'électricité et aussi la mise en place des barrages d'irrigation et aussi l'agriculture grand A. Alors, pour assurer les besoins des utilisateurs en aval, il faut payer la production et le maintien des services écosystémiques en amont. Quelles sont donc les initiatives à Madagascar qui sont déjà menées par les sociétés civiles en termes de plan de paiement pour services environnementaux? La Fondation TAMEV est parmi les sociétés civiles qui œuvrent sur la protection de l'environnement avec les engagements des communautés. Et c'est une fondation environnementale qui finance des projets, des initiatives des communautés pour la protection des ressources naturelles locales. Par exemple, il y a les projets de REDD+, comme la promotion des foyers améliorés et les combustibles verts. Il y a aussi l'alternative aux pressions et les énergies renouvelables. Il y a aussi les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique par la mise en place de la restauration et de reboisement, ainsi que la protection du bassin versant. Il y a aussi l'éducation environnementale et surtout le paiement pour services environnementaux. Pour cela, nous arrivons à mettre en place d'améliorer les accès en énergie renouvelable pour les deux sites.
le site de la nouvelle aire protégée de Pemanivk, qui se situe au nord-ouest de Madagascar, qui est géré créé par le MRPM, et avec une intervention de la Fondation TAMEV sur la mise en place de picocentrales hydrauliques pour maintenir les ressources en eau pour les utilisateurs comme les agriculteurs en aval et la mise en place de picocentrales hydrauliques. Donc, une picocentrale hydroélectrique est installée à Pemanivk et déjà opérationnelle actuellement, avec une puissance de 35 kW, avec 1278 individus qui sont bénéficiaires, qui se répartissent dans 213 ménages. Il y a aussi une amélioration des énergies renouvelables grâce à la mise en place du centrale solaire au site de Tiaspanir, au centre de Madagascar. Pour cela, la mise en place de ce centrale solaire a pour objet d'assurer la production d'eau afin de satisfaire les besoins en eau et en riz, et aussi en électricité pour la ville d'Antananarive, au centre de Madagascar. Donc, 12 panneaux solaires sont installés avec une puissance de 80 watts et 60 ménages vulnérables sont bénéficiaires avec une amélioration de revenus de ménage par la promotion des paniers des artisanats et des revenus à partir des animations des fêtes. Pour conclure, vous avez vu que le paiement pour services environnementaux est un mécanisme durable qui vise deux objectifs différents mais complémentaires, qui sont la protection des ressources naturelles et leurs services écosystémiques, et aussi l'amélioration des énergies renouvelables. Donc, avec 122 aires protégées nouvellement créées à Madagascar, après la vision de Durban, cette initiative de l'amélioration des énergies renouvelables, de l'accès aux énergies renouvelables via le paiement pour services environnementaux, doit être continuée, mais avec la collaboration étroite et appui financier des bailleurs, car l'investissement est encore lourd, étant donné que Madagascar est encore un pays en voie de développement. Ainsi s'achève ma présentation. Merci de votre attention. Merci Antafloul de ta présentation. Antafloul, elle nous a parlé d'air protégé. Donc on va parler d'une toute nouvelle chose là. Les actions d'atténuation à Madagascar ne focalisent pas seulement sur l'énergie, mais quand on parle aussi d'atténuation, il faut aussi agir à la cause. Et c'est ainsi que M. Guy Suzan Ramangasson, le directeur général du Madagascar National Park, va nous parler des contributions des parcs nationaux pour les actions d'atténuation à Madagascar. À vous la parole. Merci Madame. Elle a fait la transition et avec ce qu'elle nous a dit, on est presque tous convaincus que l'avenir des microcentrales se trouve dans les aires protégées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Alors maintenant, nous avons donc une transition qui nous amène vers comment garder ce potentiel tout en faisant de l'atténuation dans cette protection.
C'est un peu le fil conducteur qui va nous amener aujourd'hui. Alors vous voyez, quelle est la problématique actuellement? 20% des émissions sont dues à la déforestation et à la reconversion. La solution serait donc de garder la forêt intègre, ne pas couper et ne pas transformer. En quoi faisant? La solution la plus courte, c'est de protéger, faire de la conservation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les scientifiques et les politiques qui l'ont dit. Alors, mais est-ce que c'est réel, ce captage, ce stockage de carbone dans les aires protégées? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, voilà les chiffres. 312 milliards de tonnes de carbone stockées dans le réseau mondial des aires protégées. C'est énorme. Qui oserait perdre cela? Sûrement pas Madagascar. Madagascar a fait même mieux, c'est augmenter ce potentiel pour contribuer à ces 312 milliards. Mais, alors, Madagascar a pris une contribution volontariste très forte. Vous vous rappelez qu'il fait en ce temps, décider de tripler, je dis bien de tripler la surface des aires protégées. Augmenter donc le potentiel de captage, c'est-à-dire augmenter la surface d'aires protégées, augmenter le nombre de pieds d'arbres qui est capable de stocker, et voilà ce que vous avez. Donc on a plus de capacité de stockage. Le carbone protégé sera aussi du carbone qui va atténuer, n'est-ce pas? Ça, c'est la première logique. Mais la logique n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Vous protégez une forêt, si vous n'êtes pas là, elle se perd. Si vous ne travaillez pas cette forêt protégée, elle se perd. Il faut donc augmenter la capacité de gestion de cette forêt où vous stockez le carbone. Et ça, c'est un autre aspect dont on ne parle pas assez, et c'est regrettable, parce que moi, je n'ai jamais vu de forêt, que ce soit en Occident ou ailleurs, ou en Asie, en Afrique, qu'on protège et qu'on laisse ouvert à tout vent et à toute utilisation et à toute velléité et à tout besoin. Ça n'existe pas. L'extension, ça c'est le premier aspect que Madagascar a choisi. Donc c'est augmenter la surface pour capter plus de carbone. Tripler la surface, c'est très simple. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Madagascar est passé de 1,600 millions d'hectares en bas à 6 millions d'hectares. Là, on a maintenant un stock de 4 millions de carbone par an. 4 millions de carbone par an. Moi, je gère les parcs nationaux et les réserves. Nous sommes passés de 1,6 million à 2,6 millions. Ce n'est qu'une partie de tout le système que vous avez en bas. La première carte à gauche, ce sont le nombre d'aires protégées que nous avions en 2003, avant, et après on a augmenté jusqu'à 122 aires protégées. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ce n'est pas seulement par souci de carbone. On sait que la nature est composée de deux éléments, une partie vivante et une partie qu'on appelle substrat, habitat, tout ce que vous voulez. Ce qui se passe, si la température augmente telle qu'on le prévoit maintenant, les éléments qui vont souffrir en premier, ce sont les éléments vivants. Et si vous ne me croyez pas, mettez-vous sous la chaleur. Et quand il fait très chaud, qu'est-ce qui se passe? On se réfugie à l'ombre. On se réfugie dans les zones humides. C'est cet aspect de refuge climatique qui est très important dans la mise en place des aires protégées. Les aires protégées peuvent devenir des refuges. Quand le réchauffement va se faire, c'est dans les zones tamponnées comme les forêts que les animaux vont se réfugier et peut-être espérer régénérer. Et c'est même le cas des plantes. C'est pour ça qu'on parle de refuge climatique. Et c'est réel. Les Malgaches savent qu'on a une espèce de lémurien nocturne avec un troisième doigt très long pour manger des larves, qui est un animal de l'est de Madagascar, de la zone humide, mais qui va aller aussi dans la zone ouest, zone sèche. Mais où dans la zone sèche? Dans les parties humides. Les parties humides sont un refuge quand la température est élevée. C'est ce qui se passe. Et c'est ce concept qui explique aussi pourquoi on doit augmenter la surface des aires protégées. Vous voulez d'autres preuves? Nous faisons beaucoup de recherches dans nos aires protégées, beaucoup. Et voilà ce qui s'est passé. Le climat a changé. On a maintenant, de manière très précise, 19 espèces d'amphibiens et 11 espèces de reptiles qui ont migré vers le haut.
Ils sont partis d'une altitude de 17 à 74 mètres de montée en altitude. Ils étaient dans une zone relativement basse. La température a monté. Les animaux sont montés parce qu'en bas, il faisait trop chaud. C'est une preuve du changement climatique qui est en marche. C'est une preuve pour dire qu'il faut dès maintenant prévoir le déplacement de la vie pour que dans ces zones, si vous voulez protéger, pensez à augmenter la surface, à mettre les surfaces ailleurs. Vous voulez d'autres preuves? La recherche nous a dit aussi, comme nous sommes un pays de hotspot, comme les gens aiment bien le dire, nous avons 6 espèces de baobab. On a 2 peut-être en Afrique. Et vous laissez ce qui se passait. Pour l'espèce grandidiarie, on a fait les études très poussées. Il n'y aura peut-être pas trop de problèmes non vulnérables à travers ces aires protégées que vous voyez là, hein, à titre d'information. Pour le second, vous voyez ce qui se passe. Les parties bleues se sont déplacées. Ce sont les zones potentielles dans lesquelles cette espèce va migrer à cause du réchauffement. C'est clair donc que cette espèce qui est dans les aires protégées à gauche vont avoir des problèmes si on n'ouvre pas d'ici 2080 des aires où ces espèces pourront survivre. Et quand on voit l'espèce Adansonia suarezensis, là c'est vraiment l'alerte rouge. On a une espèce qui est là en partie verte, mais d'ici 2080, elle va sortir des aires protégées. Ce n'est pas elle qui sort, c'est le climat qui bouge. La chaleur va augmenter de l'ouest vers l'est. Et cette espèce suarezensis va avoir des difficultés à rester dans l'ouest, elle va dépérir. Il va faire trop chaud. Donc, si on ne prévoit pas maintenant une zone refuge vers l'est, on va perdre l'espèce. Comment garder le potentiel? Une fois qu'on a le potentiel, c'est facile à dire, gardez-le. Hein, quand je vois quelques politiciens me dire, gardez-le. Oui, mais avec quoi? C'est facile de garder une forêt intacte? Je me pose la question, je l'ai vécu pendant 30 ans, ce n'est pas facile. Alors, comment faire? Surveiller, lutter et avoir l'adhésion. 3 mots-clés. Si vous ne faites pas ça au quotidien avec votre forêt de stockage, vous êtes perdu. Ça veut dire quoi? Surveiller et contrôler. Je vous donne un exemple. On le faisait seul avant. On a eu des difficultés, on le sait. Les communautés riveraines ont des besoins. On parle de charbon, de coupe et autres, si on ne parle que de ça. Si on ne le fait pas avec eux, on aura des difficultés. On est avec eux maintenant. Surveillance avec la communauté. On utilise même maintenant des outils performants que je n'utilisais pas il y a 35 ans. On a ce qu'on appelle des data loggers, des GPS, où vous entrez vos informations et qu'on amène au bureau et on les a dans l'ordinateur. Vous interprétez au bout d'1 heure. Il y a 35 ans, il fallait 2 mois pour faire ça. Dans l'ordinateur, on a 5 secondes pour le faire. Lutter contre les feux. Vous avez entendu dire que dans nos parcs, on vient d'avoir le feu. Ça, c'est le plus grand fléau de Madagascar, surtout dans l'ouest. Si vous laissez faire le feu, vous perdrez votre forêt, vous perdez votre capital de stockage. On a modernisé cette lutte contre le feu. Comment? En faisant quoi? On a un suivi satellitaire qui nous dit où se trouve le feu. On le reporte sur une carte SIG. Et sur la carte SIG, on le reporte sur d'autres cartes que nous avons fabriquées déjà depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La carte des points d'eau, on sait comme les pompiers où se trouvent les points d'eau dans les aires protégées. Exactement. Cours d'eau, points d'eau, sources. Et on a même mis des impluviums dans les zones sensibles. La carte des pistes d'accès, c'est essentiel. Vous voulez aller dans un endroit, si vous n'avez pas de piste, allez-y à pied, mais ça sera difficile d'avoir de l'eau, 30 kg d'eau dans le dos, c'est pas facile. Donc on utilise les layons où on ouvre des pistes d'accès quand la forêt est trop grande. Avec 500 000 km² de forêt, avec 3 jours de marche pour arriver à l'intérieur, par exemple, si vous n'avez pas de piste et que vous avez le feu à l'intérieur, vous êtes mort. Carte des dépôts de matériel. On a cartographié tous les villages où on a mis des matériels de lutte contre le feu. Batte-feu, pulvérisateurs, rollers, petits citernes, grands citernes, tout ça est cartographié. La carte des hommes valides, même des femmes aussi. Mais il faut être costaud parce qu'il faut éteindre les femmes, pas les femmes, les flammes. Le lapsus est peut-être significatif. Il faut des hommes valides pour courir éteindre le feu très rapidement et de jour et de nuit. Dernièrement, on a eu à éteindre un feu pendant 1 mois, 24 heures sur 24, avec 700 personnes à nourrir et loger. Et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Et tout cela
Si on n'a pas l'adhésion de la communauté, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors pour avoir l'adhésion de la communauté, la chose est simple. S'il n'y a pas de bénéfice, ça ne marche pas. Ceux qui travaillent sur les forêts savent, on ne mobilise pas une population avec des mots, comme en politique. Ce n'est pas ça. C'est du concret. J'ai faim, qu'est-ce que vous proposez? J'ai pas d'eau, qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez que la forêt soit protégée, qu'est-ce que vous proposez? Et on a planifié des activités génératrices de revenus. Dans 30 aires protégées, pendant 5 ans à peu près, 15 millions de dollars, et c'est beaucoup. Vous dites, mais c'est beaucoup. D'autres disent, c'est trop. Ce n'est même pas le 10e de ce dont on a besoin pour développer les communautés. On a continué avec l'Union européenne, on a continué avec KfW, et on a commencé déjà depuis 1992. On n'a pas arrêté depuis 1992, on a encore des problèmes de feu. Maintenant, on a touché du doigt la problématique des forêts, en dehors de tout ce qui est usage pour combustible. Résultat, le potentiel de stockage est gardé à ce prix. Garder, surveiller, contrôler, lutter et avoir l'adhésion. Ça a un coût. Si vous pensez que c'est gratuit, vous vous trompez. Et si vous ne voulez pas vous tromper, il faut venir avec nous sur le terrain. Le potentiel est ainsi sécurisé quand on a fait tout ça. Et là, c'est une preuve. Tout ce que vous avez en jaune, c'est la quantité de forêt perdue. Dans les aires protégées, on a seulement 12% de perte de forêt. Dans les zones protégées, on a seulement 2% des zones brûlées par rapport aux zones brûlées dans tout Madagascar. Donc, si vous avez 1000 hectares à Madagascar de brûlés, ben, ça sera peut-être les 2% qui seront dans les aires protégées. Pourquoi? Parce qu'on a investi dans la surveillance, dans la lutte, on a investi dans l'adhésion. Alors, mais tout cela a un coût. Et je fais exprès de mettre des poulets. Ce n'est pas des poulets. C'est pour pouvoir vivre décemment. Parce que quand on ne vit pas décemment, on a le droit d'aller vers les ressources naturelles comme la forêt. Alors ce que nous avons, tout cela a coûté. Jusqu'à maintenant, on est à 60% maintenant avec la fondation de couverture de nos coûts récurrents. Et 40%, là c'était il y a en 2013, mais maintenant on est à 60-40. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est d'inverser tout ça pour qu'avec nos ressources propres, gouvernementales, avec le tourisme et avec l'appui aussi des communautés qui gèrent avec nous certains sites, on atteigne 60 à 70% de couverture de nos besoins propres. C'est un défi, mais ce chiffre nous aide à comprendre où nous devons aller. Alors, je me rends compte qu'on n'a pas les PTF, on est presque en famille, et c'est dommage, mais j'aurais voulu dire au PTF, vous nous avez soutenus, mais venez encore plus nombreux. Vous avez la technologie pour capter les fonds, venez nous aider. GCF, fonds d'adaptation, on le sait, ça fait 3 ans qu'on en parle, mais on sait aussi, Dieu seul sait que c'est difficile d'aller capter cet argent. Et là, on a besoin d'aide. Qu'on ne nous dise pas, faites, et l'argent est là-haut, mais il faut sauter. Et comme un crapaud ne peut pas faire un bond de 6 mètres, il faut que quelqu'un l'aide à aller là-haut. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'aide financière et technologique des PTF pour nous aider à capter ces 100 millions de dollars annoncés qui ne viennent pas, cette technologie, ces études qui coûtent cher, 1 million de dollars pour faire des études pour capter 10 millions, c'est pas simple. Si vous n'avez pas la possibilité de nous aider, venez en touriste, c'est plus simple. Vous paierez au parc et vous nous aiderez. Merci. Alors, si vous avez besoin d'arguments, eh bien, voyez, si vous voulez venir en touriste, et tout cela, ça existe. Ça, c'est la réalité. Ça, ce n'est pas des mots. Mais c'est quelque chose qui se paye. Alors, venez payer et vous allez nous aider. Merci. Retenir potentialité du pays surtout, en termes de biodiversité, mais surtout, mais aussi en termes de sources d'énergie renouvelable, afin d'atteindre nos objectifs d'atténuation à Madagascar. Nos aires protégées, refuges climatiques, ils peuvent à la fois fournir des énergies aux populations, mais aussi garder notre biodiversité unique, et ceci
afin d'assurer le bien-être de tous un chacun. Ainsi, on peut ouvrir la discussion. S'il est possible de faire 3 questions successives et on va répondre. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les présentations d'avant et celle-ci, mais j'attendais un peu avant de réagir. Et je voulais laisser la parole à Madagascar en premier et réagir après. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la dernière présentation, vraiment. Et ça fait envie, et du coup, dès que je pourrai venir, je viendrai. Et le problème, c'est les émissions liées au vol, mais on va essayer de trouver une solution. On a beaucoup parlé d'atténuation, ce qui est logique, hein, c'est des sujets du gars, mais moi, de mon point de vue, ça me gêne un peu, puisque Madagascar, alors je connais mal le pays, mais on travaille beaucoup, nous, sur l'Afrique. Ça me gêne de parler d'atténuation, parce que finalement, la part de l'Afrique et de Madagascar est assez minime. Elle peut devenir grande, parce qu'on a parlé du développement urbain tout à l'heure, mais pour l'instant, elle est minime. Sauf que l'ensemble des actions qu'on nous a présentées, c'est aussi des actions d'adaptation et c'est aussi des actions de développement. L'accès à l'énergie, c'est une question de développement. La préservation des forêts, c'est évidemment un puits de carbone, mais j'ai envie de dire, et c'est aussi, on va dire, disons que l'atténuation, c'est le co-bénéfice, mais c'est aussi une question de développement. Parce que si ces forêts, on les exploite, on perd des ressources économiques, au-delà de la pollution que ça crée. Ça crée aussi des problèmes de résilience, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, la frontière entre, disons, Haïti et la République dominicaine. Voilà, Haïti, chaque année, a des glissements de terrain, a des choses comme ça, qui ont des coûts qui sont évalués à des millions d'euros, que n'a pas la République dominicaine, parce qu'elle a su préserver ses forêts. Alors évidemment, préserver ses ressources, ça a quand même un coût. Et c'est clair que pour la population, la priorité, c'est le développement, c'est manger, c'est avoir accès à de l'énergie. L'accès au financement, très honnêtement, nous on travaille beaucoup aussi sur ces sujets. On a travaillé avec des pays sur l'accès au fonds vert pour le climat. C'est très compliqué. Et on a lancé une task force avec CGLU là, donc cité et gouvernements locaux unis d'Afrique avec qui on partage ce pavillon. Sur l'accès des autorités, des gouvernements locaux à la finance climat. Voilà. Très clairement, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Il y a un énorme travail qui a à faire. Et ma question dans ces cas-là, parce que c'est juste des réflexions pour l'instant, ma question c'est, comme pour l'accès à ces fonds, pour l'instant, ça va principalement passer par les autorités nationales et par des projets qui s'inscrivent dans la contribution déterminée nationale, au niveau national. Comment ces projets-là s'intègrent justement dans la CDN du Sénégal et quel type de coordination vous avez avec les autorités responsables, les points focaux de Madagascar auprès de la CNUC. Donc ça, c'est la première question. La deuxième réflexion peut-être, parce qu'on parle d'implication, c'est qu'autant en termes d'atténuation qu'en termes d'adaptation, mais encore plus peut-être en termes d'adaptation, l'implication des populations, elle est critique. Et l'implication du niveau local est critique parce que finalement, et ça c'est un peu l'objet de tout ce qu'on fait en ce moment avec CGLU, c'est qu'il y a une spécificité des territoires et cette spécificité elle est encore plus grande lorsqu'on parle d'adaptation parce que l'adaptation elle est essentiellement locale. Autant l'atténuation, vous avez un indicateur qui est à peu près commun, c'est les atténuations des émissions. Autant sur l'adaptation elle doit être définie par des plans qui ont une connaissance très spécifique du territoire local. Et ça, sans évidemment l'implication des parties prenantes au niveau local, c'est compliqué. Donc voilà, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être faites. Et je dirais, comme on dit, c'est pas avec les mots qu'on les convainc, c'est aussi avec des fonds, mais aussi en prenant en compte les attentes des populations. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'est un peu les réflexions. Et vous avez très bien expliqué comment vous vous y preniez, mais si quelqu'un d'autre a une réflexion sur comment justement l'implication des populations se fait au niveau local, nous on aimerait bien l'entendre. C'est pas mobile. Est-ce que vous pouvez... Et s'il vous plaît, veuillez vous présenter. Ok, je suis M. Savadouga Amidou, directeur général des aménagements hydrauliques et du développement de l'irrigation, ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques au niveau du Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest. Je suis très content parce que quand j'ai entendu la protection
des forêts. Notre ancien président Thomas Sankara, que tout le monde a connu à travers le monde, avait dit au Burkina 8000 villages, 8000 forêts. Mais en ce temps, nous ne savions pas que signifie 8000 villages, 8000 forêts. Lors de la présentation, j'ai su qu'effectivement, il était en avance sur le temps parce que c'était pour la préservation de l'environnement. Et donc, je pense que, et j'ai constaté qu'à votre niveau, vous avez vraiment mis l'accent sur cette préservation-là et on vous remercie infiniment. Maintenant, on sait aussi, parce que pour préserver l'environnement, vous avez parlé d'augmenter les aires protégées. Or, il y a l'agriculture qui est aussi un enjeu très important. Qui dit augmenter les aires protégées, diminuer les superficies au niveau des agriculteurs. Je voudrais savoir quel est l'impact, quel est l'apport de ces agriculteurs-là dans cette protection de la ressource, dans cette protection des aires protégées. Parce qu'on sait, comme je dis chez nous, c'est surtout l'agriculture quand même qui est le maillon qui détruit la forêt, qui augmente en voulant étendre les superficies. Et à votre niveau, est-ce que le problème là ne se pose pas? Est-ce que les agriculteurs sont aptes à céder les champs pour qu'on puisse, à céder les parcelles, les forêts pour qu'on puisse protéger les forêts? Donc une fois de plus, je vous remercie beaucoup et je pense que c'est un plus. Nous, on n'a pas la forêt, on a la savane, mais je pense que c'est une occasion pour nous aussi de voir comment protéger le peu qu'on a. Merci beaucoup. Troisième question. S'il n'y a plus de questions, je vais vous donner la parole pour répondre. Oui, alors les financements, c'est quelque chose de compliqué, comme vous venez de le dire. On l'a vécu pendant 3 années maintenant et ce n'est pas simple. Par exemple, pour le GCF, vous le savez mieux que moi, travaillant avec CG Gluela, vous savez que l'autorité nationale a un rôle prépondérant et que les agences accréditées ont un rôle opérationnel très, très important. Le point focal est là, je ne veux pas parler à sa place. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe à Madagascar en termes de vision, d'avoir des agences accréditées, ça c'est une chose, et quel est le rôle du ministère pour faciliter, je dirais, le captage à travers les agences accréditées de tous ces financements. Parce qu'une agence accréditée, comme moi j'ai des amis qui sont au Sénégal, l'OSS sahélien, ils travaillent là-dessus, mais nous sommes à Madagascar, nous n'en avons pas. Et ça c'est un problème. Ça ne veut pas qu'on n'a pas un potentiel, on a un potentiel, mais il faut que la vision soit clarifiée pour que le potentiel soit réalisé. Ça, c'est une chose. Comment impliquer la communauté locale? Pour nous, vous savez, créer des aires protégées, et puis j'en viens aussi à répondre à mon ami, le dernier parc national qu'on a créé, on a mis 7 ans pour le clairer. 7 ans. C'est beaucoup de boulot. La négociation se fait de hameau à hameau, et la dernière qu'on a eu à faire, c'est poser la question aux paysans. Où s'arrête votre territoire? Il s'arrête là-bas. Et là-bas, il y a de la forêt. Est-ce que vous êtes d'accord que cette partie du territoire que vous avez encore sous votre juridiction soit mise sous forme de protection? Si la réponse est oui, on s'entend avec eux pour mettre en place tout ce qui est droit d'usage d'abord. C'est la loi malgache. Si elle n'est pas d'accord, on retire cette partie et on leur proposera après d'avoir un droit de gérer avec une autre loi qui s'appelle la loi sur la communauté à travers la gestion contractualisée des forêts malgaches. Ils ont donc l'opportunité, quand ils sont contre une aire protégée, de gérer une ceinture de forêt transférée à la communauté. Quel est le problème? J'ai été aussi en Afrique pendant longtemps. Le problème est simple. Vous protégez une forêt très fort avec beaucoup d'argent. Vous créez un isolat. Dès que la protection s'arrête, vous avez la savane. Ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est une forêt bien protégée avec une forme de gestion peut-être douce, mais qui garde la forêt. C'est simple. Et ça, c'est la vision très politique qu'il faut communiquer. La gestion et la non-gestion directe n'est pas durable. La gestion forte et la gestion douce vers les forêts, donc là, vous verrez de l'agroforesterie, on parle de culture sous arbres, tout ce que vous voulez, mais pas détruire la forêt. Là, on gagne en carbone, on gagne en adhésion, et au niveau de l'espace, on est en harmonie. Donc,
nos aires protégées, surtout les anciennes qu'on a mis en place depuis 30-40 ans, la négociation est rude. Et si elle n'est pas faite de cette manière, on a des difficultés après. Même en faisant de cette manière, on a des difficultés, parce que si la communauté s'appauvrit ou est dans les difficultés, ben elle va revenir. Un autre engagement qu'on a eu jusqu'à maintenant, qu'on a eu des difficultés à respecter parce qu'on a eu une crise longue chez nous, c'était de donner en jouissance à des populations 50% des recettes touristiques qu'on avait à travers les parcs nationaux. Je dis bien 50%. C'est un chiffre clé parce que maintenant, dans la négociation des financements obtenus par RED+, ce chiffre clé est reporté dans les textes. Si vous, techniciens, si vous, négociateurs, gagnez de l'argent, les 50% devraient revenir aux communautés. Parce qu'on les mobilise pour la réflexion et la mise en œuvre, et s'ils n'obtiennent rien, c'est un discours politique démagogue. Ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect aussi qui a été fait depuis maintenant 25 ans, c'est qu'à Madagascar, on a mis en œuvre pour la conservation ce qu'on appelle des projets de développement intégré. C'est une approche qui est née du concept réserve de biosphère. Une réserve de biosphère, c'est quoi? Protéger au centre, avoir une zone de transition dans laquelle vous faites du développement et c'est le tout qui protège la forêt. Ce concept a fait des petits à Madagascar et reste d'actualité actuellement. Mais quand la crise est arrivée, on a eu moins d'argent. Qu'est-ce qui a été fait? C'est d'aller en partenariat. Et j'ai fait exprès de vous sortir les chiffres. Ce que le parc n'a pu faire, le parc a négocié avec l'État pour mettre des projets autour. Ça, c'est l'aspect résilience communautaire. Actuellement, on utilise beaucoup de mots savants sur des choses qui existaient avant. Et c'est pour ça aussi que les gens sont perturbés. Vous parlez de résilience communautaire, mais ils disent c'est quoi la résilience? C'est de l'argent. Alors qu'avant, vous parliez d'activités génératrices de revenus et ils comprenaient. Le savantisme aussi est un problème de développement. C'est un concept qui arrive, on utilise d'autres mots pour des choses qui existaient. Soyons simples. Ils ont faim, ils ont besoin, respectons-les, cherchez les moyens et n'utilisez pas d'autres mots. Parce que nous avons tendance à utiliser d'autres mots pour les mêmes choses. À part ça, je pense que j'ai à peu près répondu un peu. Je laisserai la parole à mon frère du ministère pour essayer d'éclairer sur ces fameux rôles du ministère, sur le captage des fonds verts et d'adaptation. Ok, merci, monsieur le directeur général. Moi, je suis point focal national de la Convention. Moi, je suis le point focal national de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et puis, à Madagascar, comme vous savez, à travers le ministère en charge de l'environnement, il y a une entité, une autorité nationale désignée pour le Fonds vert climat, dans laquelle se trouve le point focal national, c'est mon directeur. Donc, alors là, je vais essayer de répondre à ta question. En fait, comme vous voyez à Madagascar, on a déjà un projet qui est déjà approuvé par le Fonds vert climat. Donc, ça, c'est un point positif. Et puis, à part ça aussi, le Fonds vert climat, comme vous savez, il nous octroie environ quelques sommes, 300 000 $ pour la readiness, c'est-à-dire pour la préparation, pour la formation, pour le renforcement des capacités de l'autorité nationale désignée en termes de gestion de tous les projets relatifs au Fonds vert climat. Donc, ce que nous avons à Madagascar, c'est que nous avons pas mal de projets, en fait. Au total, actuellement, on a à peu près environ 500 millions de $ de projets actuellement qui sont en cours d'élaboration. Ça prouve que Madagascar est vraiment en phase de la situation internationale dans le cadre de comment mobiliser les fonds, etc., etc. C'est vrai qu'actuellement, le problème, c'est que toutes les agences accréditées sont tous des agences internationales. Donc, ce que je voudrais, ce que le ministère, en fait, c'est pas moi, hein, je parle au nom du ministère et le gouvernement malgache, ce que je voudrais, c'est que Madagascar aura une entité
national accrédité auprès du Fonds vert climat. Ça, c'est une grande tâche, surtout comme l'État ne peut pas être à la fois la police et fait les gens qui vont faire les actions sur le terrain. Donc, je lance cette idée envers tous les ONG à Madagascar, ONG nationales surtout, hein, surtout parce que les ONG internationales ils sont maintenant accréditées, la plupart. Donc, je lance cette idée à l'Office national pour l'environnement, Fondation Tanmev et Fondation pour les aires protégées, etc., etc. Ça, c'est vraiment une opportunité pour les associations d'être un organisme parmi l'organisation accréditée par le Fonds vert climat. Comme vous savez, le Fonds vert climat sera le mécanisme de financement pour la lutte contre le changement climatique à partir de maintenant. Donc, je voudrais lancer cette idée-là. On va essayer de renforcer les capacités du ministère également. Et il va y avoir, je pense qu'il va y avoir un comité spécial pour valider des projets aussi, normalement. Il devait y avoir ça aussi. Et je profite aussi parce que j'ai le micro. Donc, comme vous savez, nous avons la part d'émissions du Madagascar très infime. Oui, très infime. Je dirais même c'est très epsilon parce qu'en Afrique, c'est 4% de l'émission mondiale. Donc, pour Madagascar, c'est 0,00 par habitant. Donc, ça prouve que Madagascar n'est pas un pays émetteur, gros émetteur de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas oublier, parce qu'au début, la mentalité des pays en développement, c'est que c'est les pays développés qui émettent le plus, donc c'est à eux qu'il doit réduire les émissions. Mais actuellement, l'atténuation, c'est une opportunité pour les pays en développement, surtout les PMA. Par exemple, s'il y a un barrage hydroélectricité, ça apporte du développement. Comme vous savez, l'énergie, c'est le moteur de développement. Sans l'énergie, on ne peut rien faire. Donc alors là, c'est pour ça que l'air protégé, le secteur énergie, secteur forêt, le secteur agriculture aussi, ils travaillent en étroite collaboration. Je vous remercie. Ah oui, oui, c'était sur la coordination, l'intégration des projets dans le cadre de la CDN, mais ça s'appliquait aussi aux intervenants d'avant. Hein. Voilà. En fait, il y avait une autre question. Comment est-ce que nos projets à Madagascar vont s'intégrer, s'aligner avec les CDN? C'était ça sa dernière question. Ben, je pense que c'est très simple. Hein. Je suis mal à l'aise d'écrire un cadre logique expliquant quelle est la politique malgache, hein, en matière de CDN. Mais c'est très clair. Il y a des composantes qui sont en dessous. Et là-dedans, il y a des composantes forêts, évitées, et composantes air protégées, agriculture. Et tous les projets que nous avons là ont été listés en 100 ans pour être acceptés dans la logique de recherche de financement. Sinon, ça ne marche pas. Donc nous, ce que nous faisons actuellement, quand on propose des projets, ils passent par le pipe du ministère et c'est signé, hein, par exemple en bilatéral ou en multilatéral pour le compte du climat, et ça revient aux opérateurs et aux agences d'exécution. Passer par l'État, c'est la forme de coordination en fait qui existe et c'est obligatoire. Peut-être qu'avant, il y avait des projets qui se mettaient en parallèle dans le pays, mais dans le cadre du climat, c'est impossible. Le cadre logique qui explique les composantes qui nourrissent, hein, le CDN est très clair. Et les projets qui contribuent à ça sont très clairs. Et ces projets, quelquefois, ont été transformés en notes, en concept de projet et pour recherche de financement, dont il parle tout à l'heure. Donc tout ce que nous faisons actuellement est cadré à l'intérieur de tout cela. Et le ministère de l'Environnement, hein, et des Forêts a un aval technique, je dirais, même dans ce cas-là, pour jouer le rôle au niveau du gouvernement. Oui, j'ajoute un tout petit peu. C'est la raison pour laquelle le gouvernement malgache, à travers
le ministère de l'Environnement a créé le Bureau national pour la coordination du changement climatique, en fait. Alors là, vous voyez, on est actuellement en étroite collaboration avec l'Agence française de développement pour coordonner, pour renforcer la capacité de ce bureau national-là dans le cadre de la coordination de toutes les activités relatives à la contribution nationale déterminée. Alors là, je pense que d'ici peu, il va y avoir un atelier pour renforcer les capacités. Donc, je profite aussi de cette occasion-là parce que le ministère travaille en étroite collaboration avec tous ces ONG-là, avec surtout le ministère de l'Environnement aussi qui travaille en étroite collaboration avec les autres départements sectoriels, parce que souvent c'est ça le problème dans les pays en développement. En fait, c'est tous les départements travaillent séparément sans coordination. Mais actuellement, dans le cadre de changement climatique, surtout à Madagascar, il y a des comités nationaux de changement climatique. Tous les experts sur le changement climatique, ce sont des experts qui travaillent dans leur secteur. Donc le ministère de l'Environnement est là pour coordonner tout ça. Ce n'est pas nous qui allons faire leur boulot, mais c'est eux qui font leur boulot parce qu'ils connaissent bien leur métier. Oui, mais pour compléter, je pense que vous n'avez pas oublié la présentation qui a été faite par l'ONE, qui proposait une méthodologie. Une méthodologie qui essaye de voir qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui était mis en œuvre, et quels étaient les impacts, mais c'était une proposition de méthodologie. Et c'est déjà une avancée vers cette forme de coordination. Parce que tout ce qui sera pensé sera comptabilisé, et tout ce qui sera fait sera suivi, et les impacts seront analysés par rapport au référentiel qu'on mettra en place. Et ça sera mis, je pense, au service, si c'est accepté, ça sera mis au service de l'État, du BNCC, qui aura besoin de ce genre d'outils pour suivre. Alors, donc on a parlé tout à l'heure des comment c'est que doit être peut-être la place de la communauté. Le DG de MNP a parlé de surveiller. Qui surveille? Ce sont les membres de la communauté, n'est-ce pas? Deuxième, c'est quoi déjà? Surveiller, lutter, avoir la décision. Lutter. Qui vont être les lutteurs? Ce sont les membres de la communauté. Et le troisième, avoir l'adhésion de la communauté, c'est ça? Donc en fait, tout est communauté, quoi. Donc on peut se poser la question maintenant, le surveillant communautaire, c'est quoi son plan de carrière? Le lutteur communautaire, c'est quoi son plan de carrière? Donc bref, on parle beaucoup de communauté. Il est peut-être temps maintenant de réfléchir sur ce que doit être vraiment le rôle des membres de la communauté. Nous, à TANMEV, on fait un peu la publicité, nous essayons justement d'explorer de nouvelles avenues. Et nous avons dans notre plan stratégique 4, PES 4, introduit une réflexion sur ce qu'on entend par banque communautaire. Nous savons tous qu'il y en a au Brésil, il y en a beaucoup en Espagne, il y a peut-être 8000 au Venezuela. La banque communautaire allemande vient d'être absorbée par une multinationale parce que ça marche tellement bien. Donc pour nous, c'est juste une réflexion. Il est peut-être temps aussi que Madagascar commence à parler de ce qu'on entend par la monnaie communautaire. La monnaie locale, qui est complémentaire de la monnaie nationale. Donc ce sont des axes de réflexion pour donner vraiment une vraie place aux communautés. Merci. Merci Monsieur Todd de votre commentaire. Est-ce qu'il y a encore des remarques, observations ou des suggestions dans l'Assemblée? Donc, veuillez vous présenter. Salut.
Je m'excuse des difficultés pour m'exprimer en français parce que ça fait plus de 15 ans que je ne parle plus français. Donc, je suis de la Guinée-Conakry, mais résident allemand. La question que je me pose, quel est l'impact de cette conférence sur le budget national? S'il faut chaque fois organiser cette conférence, alors que nos pays ont des problèmes économiques. C'est mon souci. S'il faut venir avec beaucoup de délégations, et ces délégations-là peuvent au moins constituer une plantation, ou bien, je ne sais pas, c'est ça mon problème. L'impact de cette conférence sur le budget national. S'il faut chaque année, organiser cette conférence. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, la réponse n'est pas seulement aux deux intervenants, mais peut-être la réponse sera ouverte à tous. Donc, oui, allô? Oui, c'est vraiment une question politique et stratégique. Je pense que ici, je vais essayer de répondre à cette question. Ce que je voudrais dire, c'est que actuellement, le changement climatique est à la mode. Et puis, si tu ne travailles pas dans le domaine changement climatique pour le développement du pays, tu n'auras pas de financement. C'est-à-dire, le changement climatique devient un critère de financement. Alors, il faut, quand il y a des opportunités comme celle-ci, il faut que tous les parties prenantes au niveau national viennent assister et participer pour qu'on puisse avoir la mise en œuvre, un vrai mise en œuvre au niveau national. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas l'État qui va développer le pays. Ce n'est pas seulement l'État. Il y a toutes les parties prenantes, comme les ONG nationales, les ONG internationales, l'association nationale, tous ceux participants malgaches. C'est vrai qu'on est assez nombreux, mais ce sont des associations qui ont cherché de l'argent pour venir ici, pour chercher des partenaires aussi, partenaires techniques et financiers. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'on va rester chez nous et on pense on pense développer notre pays en restant chez nous. C'est clair qu'il y a des dépenses, oui. Je ne veux pas aller polémiquer là-dessus, mais quelquefois on dit il faut savoir donner pour mieux recevoir. C'est ma réponse. Ok. Bon, bah c'est bon. Hein? Ça va. Ouais, je pense que... oui. Non, bon, ouais, je vais avoir un peu de mal à passer derrière une si belle phrase, mais bon. Non, faut bien comprendre que, évidemment, c'est un coût, ces conférences climat, évidemment, ça a un impact environnemental, évidemment, ça a tout un tas de choses. Et évidemment que nous aussi, en tant qu'ONG, on ne peut pas être satisfait des résultats pour l'instant de ces accords. Même si on est l'accord de Paris, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel en soi. Évidemment, les ambitions ne sont pas élevées, la mise en œuvre pose problème. On l'a déjà vu avec le protocole de Kyoto aussi. On a un certain nombre de pays qui commencent déjà à se désolidariser de cet accord. Et le financement n'est pas là pour l'instant. Puisqu'on parlait de 100 milliards, ça c'est dans les papiers. Sur la table, il y a beaucoup moins que ça. Malgré tout ça, en tout cas, là je peux parler au nom, je parle pas au nom, mais de notre connaissance qu'on a, la présence des pays, notamment des pays africains,
des pays émergents, etc., est cruciale. Parce que si elles ne se font pas entendre, évidemment, c'est un coût supérieur pour un pays qui a déjà des ressources limitées. Mais si elles ne font pas entendre leur voix dans ces négociations, dans ces cas-là, elles louperont le processus. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'opportunités qui sont ouvertes. Vous avez le pavillon de la francophonie qui est juste à côté, qui organise des conférences, qui organise la concertation aussi francophone, et notamment en Afrique. Si un pays ne s'insère pas dans ce processus, alors il perdra un grand nombre d'opportunités. C'est l'utilité de la présence qu'il y a ici, et je pense que les coûts qui sont engendrés, ou en tout cas c'est l'espoir, seront largement, voilà, comme vous disiez, seront largement, on va dire, rentabilisés si on parle de façon plus européenne, sur la durée, quoi. Désolé pour le langage, mais j'ai pas votre verbe. Donc, merci. Si quelqu'un d'autre a encore des réponses à cette question de l'impact de la conférence sur l'économie du pays, j'aimerais bien les solliciter de parler. Sinon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Elle me demande si j'ai quelque chose à dire. Je dis, mais c'est peut-être aussi une réflexion à mener pour nous qui sont investis par les pays. J'ai discuté beaucoup avec des amis de la Guinée-Conakry. Beaucoup. Parce que la délégation est forte, très forte. Et il m'avait dit, mais de toute façon, nous qui sommes ici, nous avons l'obligation de revenir dans le pays avec quelque chose pour notre secteur. Parce que nous représentons tous ici beaucoup de secteurs. Et si tu rentres au pays sans rien, sache que tu ne dois plus revenir. C'est ce qu'on avait dit avec les amis de la Guinée-Conakry qui discutaient avec la zone forestière qui était sensible dans leur zone. Donc, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais mettre un point final sur cet event. En effet, il a été toujours relevé ici cette adhésion de la communauté dans la gestion des ressources, mais aussi l'engagement de l'État, surtout le rôle crucial du ministère dans le captage des financements climatiques, puisque même si les pays africains, et même comme Madagascar, n'est pas responsable, n'est pas un grand émetteur de GES, il ne faut jamais oublier que l'atténuation est aussi une opportunité pour chaque pays. Donc, sur ce, cet event est clos. J'aimerais aussi, Monsieur le point focal va faire la clôture finale, mais si vous voulez encore écouter les expériences sur Madagascar, nous vous invitons encore à la journée Madagascar qui va se dérouler dans le pavillon de l'OIF, ici à côté, pour le 14 novembre prochain. Cette journée va se focaliser surtout sur les engagements de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du CDN de Madagascar. Monsieur le point focal, à vous la parole. Je crois que je n'ai plus rien à dire parce que vous avez déjà dit tout. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est de remercier les intervenants, en fait, les intervenants malgaches qui se sont succédés et qui nous ont donné des présentations très riches en informations et très instructives. Et j'aimerais également vous inciter à participer à ces événements de Madagascar, surtout le 14, comme elle avait dit tout à l'heure. Et puis le 16 aussi, si je ne me trompe pas, le 13, sous le pavillon de la CNUC, en fait. Le 16, sous le pavillon de CNUC, salle 9. Et puis, de toute façon, on vous envoie tous les programmes dans les heures qui viennent, en fait, pour que nous puissions suivre les activités et la mise en œuvre des actions sur les changements climatiques à Madagascar. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier l'Énergie 2050 et puis la voix locale de l'Afrique, ou The Voice of Local Africa,
Oui, c'est de nous avoir abrités ici parce que ça, c'est un espace que nous pouvons, que nous avons présenté toute cette présentation. Je crois que ils ont mérité cet remerciement. Et puis, pour finir, je dirais que bonne soirée et la séance est levée. Et je dirais à la prochaine fois.